Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'adresse à la fois à tous ceux qui sont devant moi et tous ceux que je ne vois pas qui sont de l'autre côté du rideau pour leur dire que la carte blanche sur la Tunisie, arrêt sur la transition, un numéro de la revue Confluence Méditerranée, va démarrer dans quelques instants et il y a encore quelques places. On va organiser les choses de manière très simple. Nous avons la chance d'avoir plusieurs des contributeurs de ce numéro que je vous montre. Malheureusement, il y en avait encore hier des numéros, mais ils ont tous été achetés. Et donc, vous pouvez les trouver à la librairie L'Harmattan ou bien à l'IREMO, ou bien sur Cairn. Enfin, c'est toujours mieux de l'avoir en papier. Donc, je vous présente notre ami Cherif Ferjani, qui va nous parler de la transition tunisienne avec une formule qui est dans son article de Karim Ancilla. Autrement dit, on n'est pas sorti de l'auberge, on pourrait dire ça comme ça. Nous avons aussi Hatem Nafti qui va nous parler du système de Kais Sayed. Il va arriver, pas Kais Sayed, mais Hatem. Et puis, on a aussi Yasmine. Alors, c'est Yasmine Akrimi, voilà. Yasmine Akrimi, que je ne connaissais pas, j'ai la chance maintenant de la connaître, et qui va nous parler de l'altérité dans la construction de l'État-nation, en particulier sur la minorité noire en Tunisie. Merci à Thème pour cette précision d'horloger qui arrive juste au moment où ça commence. Alors, je vous propose de commencer d'abord par les dimensions politiques et ensuite venir avec vous en vous laissant à chacun, disons, 10 minutes, 15 minutes, faire une synthèse. Il ne faut surtout pas en dire trop pour que chacun ait ensuite l'envie d'acheter ce précieux numéro de Confluence. Voilà, à toi, Cherif, si tu veux bien. Bien. Je vais m'expliquer sur le titre. La transition tunisienne de Karim Ancilla, d'une expression de la révolution conservatrice à une autre. Depuis 2016, j'ai une approche de l'islam politique en Tunisie en termes d'expression islamique de la révolution conservatrice suite à un débat que j'ai eu avec mon ami Feu Daniel Landenberg, qui était l'un de ses derniers écrits, une tribune dans le monde, une révolution conservatrice qui avance à visage découvert. J'ai eu des échanges avec Daniel Landenberg et donc je me suis intéressé un peu pourquoi toujours pour aller plus loin dans la rupture avec l'exception islamique. J'ai commis un ouvrage qui s'appelle « Pour en finir avec l'exception islamique » avant cela, et en inscrivant l'islam politique dans la révolution conservatrice, pour moi, c'était une façon d'aller encore plus loin dans la réfutation de cette thèse de l'exception islamique. Et donc, mon titre, la transition tunisienne de Karim Ancilla, d'une expression de la révolution conservatrice à une autre. La première expression de la révolution conservatrice, pour moi, c'est l'islam politique. Mais la révolution conservatrice, depuis son apparition en Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale, avait été traversée par plusieurs courants. Il y a des courants qui étaient héritiers du christianisme politique. L'un des représentants était Carl Schmitt, lui-même issu donc du christianisme politique. D'autres qui étaient nationalistes, racialistes, la germanité des forêts. D'autres qui étaient de gauche, le national-bolchevisme. Donc, cette nébuleuse était réunie par le rejet de la démocratie libérale naissante en Allemagne avec la République de Weimar, le complotisme, le rôle de la nation du milieu, la communauté du milieu,
l'Allemagne et l'Italie en Europe, en Russie aussi, l'Empire du Milieu en Chine, chacun se considère comme le milieu. La terre étant ronde, tout le monde peut être le milieu. Et chez l'islam également, la communauté du milieu qui a entre dépositaire du salut de l'humanité. Et on retrouve les mêmes thèses dans tous ces courants. Et donc, pour moi, l'islam politique était, comme la révolution tunisienne, qui était portée par des aspirations démocratiques et sociales, comme je l'ai fait dans le numéro de Confluence en Méditerranée, le lendemain de la révolution tunisienne, j'avais commis un article. Mais donc, très vite, cette révolution a été submergée par une surenchère de discours identitaires qui a profité lors de l'élection de la constituante à l'islam politique. Et évidemment, l'islam politique n'a pas gouverné le pays pendant 10 ans tout seul. Il avait des alliés déjà à la constituante, on appelait le gouvernement de la Troïka, mais la composante dominante était Ennahda, l'islam politique. Après, Béji Caïd Sebsi a créé Nida Tunis pour soi-disant rééquilibrer le paysage politique, et en disant que Ennahda et Nida Tunis sont deux droites parallèles qui ne se rencontrent jamais. Aussitôt les élections de 14 terminées, le parti de Béji Caïd Sebsi arrive en premier. Très vite, c'est l'alliance avec Ennahda. Très vite, Ennahda joue sur le caractère hétérogène de Nida Tunis, et le Nida Tunis éclate, et Ennahda redevient le parti majoritaire dans l'Assemblée nationale avec Béji Caïd Sebsi comme président. Donc, Ennahda a été la composante dominante du paysage politique jusqu'au coup d'État de Kais Saïd du 25 juillet 2021. Et là, effectivement, nous sommes passés à une autre expression de la révolution conservatrice, nationaliste, un peu l'apport d'une certaine gauche qui rappelle un peu le national-bolchevisme, avec des thèses qui rappellent le national-bolchevisme. Et lui, donc, il profite, il arrive au pouvoir, comme je l'ai dit là, c'est grâce à Ennahda. Rachid Ghannouchi ne voulait pas que Mourou, son rival au sein d'Ennahda, candidat d'Ennahda pour la présidentielle. Donc, une partie des islamistes a voté pour Kais Saïd, et au deuxième tour, Ennahda a appelé officiellement avec l'idée que Kais Saïd serait un deuxième Monsef Marzouki, puisqu'il n'avait pas de parti politique derrière lui, et on pensait qu'il sera un pantin que la Nahda allait manipuler. Sauf qu'il s'est avéré autre chose, droit dans ses bottes, ne faisant de concessions. Mais il incarne lui aussi une autre expression de la révolution conservatrice qui, par certains points, rejoint. Il a réalisé ce que Nahda n'a pas pu réaliser au pouvoir. Par exemple, inscrire les finalités de l'islam dans sa constitution. Donc, ce que Nahda n'a pas réussi à faire grâce à la résistance de la société civile principalement. Voilà un peu le pourquoi de ce titre de la transition tunisienne de Carib Ansila, d'une expression de la révolution conservatrice à une autre. Et comme je l'ai dit au départ, la révolution conservatrice a différentes expressions, que ce soit en Europe, en Amérique, en Russie, en Inde et même en Chine. Elle a des expressions multiples. Et ce qui les a réunis, c'est le discours identitaire, c'est la centralité de l'identité dont on se revendique, le complotisme. On complote contre nous, et que Kais Saïd récemment, l'arrivée des Noirs subsahariens en Tunisie, c'est un complot contre l'identité arabo-musulmane. On va changer. Et la version tunisienne du grand remplacement. Donc vous avez donc tous ces ingrédients qui font qu'il y a une parenté entre Kais Saïd et
l'islam politique à travers ce paradigme de la révolution conservatrice. J'arrête là pour ne pas exagérer. Non, mais ça va. Hatem, Nafti, je vous laisse à votre tour la parole pour nous parler du système de Kais Saied. Merci beaucoup, merci d'être venu. Mon texte va un petit peu s'inscrire dans la continuité de ce que tu racontais, là, Chérif, sur le régime de Kais Saied. Et donc l'article que j'ai écrit s'appelle « Le système Kais Saied, un projet populiste autoritaire porté avec le concours des élites ». Et en fait, dans ce papier, j'explore tous les paradoxes. Donc, Chérif, on a dégagé un déjà, c'est-à-dire que c'est un projet éminemment conservateur, mais qui trouve sa matrice à la gauche de la gauche, une gauche en particulier, c'est le courant patriote-démocrate. En Tunisie, il y a deux familles de l'extrême gauche tunisienne, donc il y a une dispute sur la nature sur l'analyse du système de production en Tunisie, et on a traditionnellement deux extrêmes gauches, donc le Parti communiste des ouvriers, qui s'appelle aujourd'hui le Parti des travailleurs, et les courants patriotes démocrates, donc qui sont, oui, on n'est pas loin du national-bolchevisme, effectivement. Donc historiquement, c'est des maoïstes qui ont un petit peu épousé les thèses nationalistes arabes et qui, au moment de la Révolution, se sont rapprochés. Enfin, une partie d'entre eux, parce que c'est un courant qui est très important, qui est très faible électoralement parlant, mais qui est très dominant dans les élites, et ce qui va nous expliquer aussi le concours des élites que j'explore aussi. Donc ce mouvement-là, au début des années 2010, en tout cas une partie de ce mouvement-là, s'est intéressée aux expériences populistes de gauche, notamment en Amérique du Sud, et aussi des mouvements qui sont indirectement issus de la révolution tunisienne en Occident, type le Podemos, le mouvement 5 étoiles, Syriza, etc. Donc ils ont essayé de produire des théories sur la nature de la révolution tunisienne et le bloc historique qu'il faudrait dégager. Donc ça, c'est pour la matrice théorique de Kais Saied, qu'il ne partage pas forcément, mais en tout cas, c'est ce qu'on lui susurre dans son oreille gauche. C'est comme ça que ça se passe. Mais après, ça reste un projet fondamentalement conservateur, y compris dans sa mise en place des solutions qui sont préconisées. Je prends le cas, par exemple, dans ce papier, d'un dispositif qu'il veut être central dans la nouvelle économie qu'il propose, qui sont les entreprises communautaires. Pour aller vite, c'est une expression de l'économie sociale et solidaire, mais avec un registre territorial très important. C'est-à-dire, pour monter une société communautaire, il faut être électeur sur une circonscription particulière, ce qui pose en Tunisie, qui pourrait poser en tout cas des questions comme l'accès aux terres collectives, qui est un vaste sujet qu'on n'a jamais pu résoudre. En analysant un petit peu même les entreprises communautaires, on se rend compte que ça donne l'impression que c'est quelque chose de très horizontal, mais en réalité c'est très vertical, c'est à la discrétion du pouvoir, c'est le pouvoir central a un pouvoir de vie ou de mort sur ces entreprises, et c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, un système clientéliste qui est en train d'être mis en place. Il y a une cooptation d'hommes d'affaires supposés être corrompus, à qui on propose une amnistie, là aussi à la discrétion du pouvoir. Donc le pouvoir va choisir quels sont les corrompus qu'il peut absoudre et qui vont financer les projets de ces entreprises communautaires. Donc on a vraiment quelque chose qui donne l'apparence d'être très horizontal, parce que le message de Kais Saied, il n'a pas vraiment un programme, mais son programme se résume à son slogan « Le peuple veut », ce qui est l'un des slogans une partie du slogan de la révolution tunisienne, le peuple veut la chute du régime, et c'est ce qu'il s'emploie en réalité à faire. Il y a ce côté-là où le peuple veut, donc on va juste lui donner, le peuple en fait ce sont les gens qui soutiennent Kais Saied, on va lui donner les moyens de son vouloir. Mais en réalité, on a mis un système encore plus vertical, encore plus centralisé que Bourguiba.
le bon jacobin qui a fait ses classes en France sous la Troisième République et qui a essayé de plaquer vraiment le modèle jacobin républicain en France. Kais Saïed, qui prétend au contraire donner la parole au peuple en changeant même le mode d'élection pour faire des petites circonscriptions censé être proche du peuple, il est en train de mettre en place le système le plus centralisé qu'on ait jamais connu, avec aussi une concentration de pouvoir qu'on n'a jamais connue, y compris sous Bourguiba Ben Ali, et Dieu sait qu'on avait de la marge par rapport à la démocratie. Donc mon papier essaye d'explorer tous ces paradoxes, c'est-à-dire effectivement, ça c'est un premier paradoxe, on dit qu'on va horizontaliser le pouvoir, il est plus que jamais vertical. On dit qu'on cherche la véritable démocratie. Il n'y a qu'à analyser le système qui est en train d'être mis en place. Il n'y a qu'à voir la pratique du pouvoir avec aujourd'hui quasiment toute l'opposition a son représentant en prison aujourd'hui. Ce qu'on n'a jamais eu, par exemple, durant la décennie post-révolutionnaire. Mais surtout, c'est un populisme sans le peuple. Alors, j'essaye de décortiquer ça. Aujourd'hui, tous les sondages d'opinion donne Kais Saïed vainqueur de n'importe quelle élection. C'est un point important. Sans avoir à trafiquer les élections. Encore que, en mettant tous ses opposants au pouvoir, on va pas faire en prison, pardon. Non, j'aimerais bien, mais enfin, en tout cas pour une partie d'entre eux. En mettant son opposition en prison, on biaise un petit peu le jeu. Mais en tout cas, en admettant, vraiment en sondant librement les Tunisiens, aujourd'hui, Kais Saïed gagnerait n'importe quelle élection. Mais en revanche, il n'y a pas d'attachement à son projet. Et ça, on le voit aussi des résultats des diverses consultations qu'il y a eu. La consultation électronique, le référendum qui n'a réuni que 30%, les élections législatives censées être rapprochées, le pouvoir du peuple avec toute la théorie de Kais Saïed. Il y a eu 11% de participation, un record mondial d'abstention, 88% d'abstention. Alors on se pose la question de ce paradoxe. En fait, ce paradoxe, il peut s'expliquer par un président, et ça c'est le titre d'un paragraphe, c'est un président qui va pas rassembler sur un projet, mais qui va agréger sur une somme de rejets. C'est-à-dire que Kais Saïed s'est nourri de la frustration qu'il y a eu pendant 10 ans. Une révolution à la base sociale qui ne trouve pas de réponse sociale. À la base, c'est un mouvement social qui s'est transformé en révolution. Personne n'a été capable de répondre aux questions sociales, à interroger sérieusement le projet, ou en tout cas le modèle de développement de la Tunisie qui date des années 70. Bien au contraire, on a même, sous l'égide des bailleurs de fonds, on a même accéléré ce modèle. C'est-à-dire que là où il fallait prendre un virage, on a accéléré. Donc il y a eu beaucoup de frustration. Les gens à qui on a vendu la démocratie comme aussi un modèle de prospérité en 2011, les slogans étaient plus sociaux que démocrates, il faut le dire. Ça ne fait pas de nous des non-démocrates. C'était à la base, il y avait une demande sociale, et je pense que, Chérif, tu l'as très bien dit. On n'a pas réussi à répondre à la question sociale, pas par une quelconque machination. Il y avait objectivement pas les moyens. On ne s'est pas donné les moyens et c'était très compliqué de répondre à la demande sociale. On a acheté la paix sociale pendant 10 ans. Et donc les gens se disent, aujourd'hui ma vie est pire, 10 ans après, ma vie elle est pire que sous Ben Ali. Donc quitte à sacrifier quelque chose, je préfère sacrifier la démocratie et avoir une prospérité. Or le problème, c'est qu'on se dirige vers les deux, c'est-à-dire on va sacrifier la démocratie et par ailleurs la crise ne fait qu'empirer. Mais en revanche, grâce au complot permanent, on a un régime qui se nourrit de complots. À chaque fois, il désigne un bouc émissaire. Alors, c'est les opposants, c'est Yasmine, tu en parleras. Donc, c'est les migrants subsahariens, c'est l'étranger, etc. Donc, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle la citadelle assiégée. Ça donne l'impression que les Tunisiens, que tout le monde en veut aux Tunisiens, à ce peuple très riche, mais à qui on cache qu'ils sont riches. Ça veut dire qu'on essaye de leur dire, il y a toujours, on est dans le complot permanent. Et à chaque fois, il y a un nouveau bouc émissaire. Et ça permet en réalité de souder une partie du peuple autour de son guide qui serait le président Kais Saïed. C'est pour ça en réalité que ça tient. Il n'y a pas une adhésion au projet, ça on le voit sur à peu près tous
toutes les propositions de Kais Saied n'ont pas eu d'adhésion, y compris les entreprises communautaires dont j'ai parlé, y compris comment on appelle ça, l'amnistie avec les supposés corrompus. Les élections, ça ne marche pas. Mais en revanche, les gens se disent, de toutes les façons, on ne voit pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative claire. Même si, bon, ça peut être à questionner, mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Deux, on a quelqu'un qui essaye de faire des choses, et à chaque fois, qui nous donne un motif de se réjouir. Donc voilà, il a mis en prison les corrompus, il a mis en prison les gens qui nous ont pourri la vie. Je ne dis pas que je pense ça, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Il est en train même de nous protéger dans ce qu'il y a de plus intime. Il arrête le grand remplacement, parce qu'il y a une machination qui est censée noircir la Tunisie et la christianiser, parce que les populations subsahariennes sont, pour un bon nombre d'entre elles, plutôt chrétiennes. Donc il y a quelqu'un qui vous dit, mais attendez, moi je vais lutter contre ça. Donc ça fait que les gens vont plutôt soutenir ce projet, aussi par lassitude au bout de 10 ans, aussi par défaite, par fatalisme, mais il n'y a pas d'adhésion à son projet. C'est-à-dire que, imaginons qu'il tombe, je ne vois absolument pas, peut-être que je me trompe, mais je ne vois absolument pas des scènes comme on a pu les voir en Égypte quand il y a eu le coup d'État. Il n'y a pas un attachement à ce point viscéral à ce monsieur. Les gens le prennent pour quelqu'un d'honnête, ce qui... Enfin, je le prends aussi pour quelqu'un de plutôt honnête, c'est pas le sujet, et qui essaye de faire des choses, mais je ne crois pas qu'il y ait une adhésion folle à son projet. Il n'y a pas un projet déjà réellement élaboré, et il n'y a pas d'adhésion à ce que propose le régime. En revanche, il est là par défaut, et on a ce dicton en Tunisie qui dit l'ex-mari de ma mère me manque. Je préfère l'ex-mari de ma mère qu'à l'actuel. Et c'est vraiment ça qui est à l'œuvre aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il reste populaire, mais populaire par défaut, pas par adhésion. Donc c'est ce que un petit peu j'ai essayé d'explorer dans le livre. Dans l'article, je ne vous dis pas tout. Comme ça, vous irez le lire. Merci beaucoup. Bien, je vais passer maintenant la parole à Yasmine Akrimi. Et je voudrais dire un mot sur la revue, parce qu'on est très content à la revue d'accueillir des doctorants, c'est-à-dire des jeunes chercheurs. Et cette revue, elle a maintenant, je l'ai créée avec un Tunisien qui s'appelait Hamadi Essid, qui était à l'époque le patron de la Ligue arabe à Paris. Et malheureusement, il est mort pratiquement au moment où le premier numéro de cette revue est sorti. Et nous avions comme ambition de faire une revue qui rassemble à la fois des points de vue différents, qui ait des confluences. Et aujourd'hui, c'est un peu impressionnant, 32 ans après, le comité de rédaction de la revue, le plus jeune a 25 ans et le plus âgé a 86 ans. C'est-à-dire qu'on a toujours fait en sorte de renouveler. Et il y a toujours les historiques, dont je fais partie, mais il y a maintenant une génération entre deux, et puis on a des jeunes de 25 ans, et donc parmi ceux qui écrivent, on a des doctorants, et j'en suis très heureux, donc je suis très heureux que Yasmine Akrimi soit avec nous. Après cette brève présentation, je lui laisse la parole pour parler donc de la minorité noire en Tunisie par rapport à tout ce qui a été évoqué. C'est un peu en contrepoint finalement, et c'est très intéressant. À vous la parole. Merci beaucoup, je suis très heureuse d'avoir été invitée, même si c'était dernière minute, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Non, mais vraiment, je suis très heureuse parce qu'il y a beaucoup de, enfin voilà, il y a une continuité, je trouve, entre des chercheurs et des points de vue qui sont plus installés, qu'on connaît plus. Et puis, moi, je pense en tout cas que mon approche et l'approche de toute une nouvelle génération sur les questions, sur ces différentes questions, pas que sur la Tunisie, et enfin voilà, sont nouvelles, et du coup voilà, elles ont le mérite d'être débattues. Donc moi, en fait, mes recherches portent sur la question de l'identité nationale à travers le prisme de la question raciale. Je sais que le mot race est un vilain mot dans le champ public en France, mais évidemment, quand on parle de race, on parle d'une construction sociale, il n'y a aucune réalité biologique. Mais moi, en tant que chercheuse sur l'identité nationale et sur la question de la minorité raciale en Tunisie, il m'importait beaucoup
il m'importe toujours beaucoup, de replacer la Tunisie dans son contexte en fait, historique. On a l'impression qu'il y a vraiment une coupure en fait, entre ce qu'on appelle les États post-indépendance, qui est un euphémisme pour post-coloniaux. Et donc on a l'impression que vraiment dès qu'il y a eu la décolonisation, on a eu des États complètement indépendants. C'est-à-dire qu'ils sont partis dans un processus historique qui était complètement coupé de ce qui existait pré-colonisation. Et donc moi, mon point de vue, et le point de vue de beaucoup de chercheurs, c'est que si on ne comprend pas ce qui se passe comme une continuité coloniale, on ne comprend pas grand-chose en fait. Alors pour rappel, la colonisation, c'est avant tout une gouvernance raciale, c'est-à-dire qu'on est venu imposer une hiérarchie raciale toute construite pour justement, là c'est un mot qu'on n'utilise plus, mais justement pour gouverner la population indigène, et il fallait vraiment, c'est-à-dire justifier qu'il y ait toute une idéologie derrière pour dire, ben nous, on vient... Pas seulement, quand on dit colonisation, on ne parle pas de présence militaire. Hein. On parle de réécriture de l'histoire, on parle d'ethnographes, de géographes, d'historiens. On parle d'une mise en place d'une structure qui influe, mais qui structure en fait toujours les sociétés dites post-coloniales. Et donc moi, je suis partie d'un fait... c'est pas un fait divers, mais tout le monde en a entendu parler. Donc fin février, donc Kais Saïed a sorti un communiqué qui, pour les gens qui n'ont pas trop suivi, peut paraître complètement, c'est-à-dire inattendu. Le communiqué est délirant, hein, vraiment délirant. C'est-à-dire que le communiqué pose en fait la question du grand remplacement et dit qu'il y a une menace sur la Tunisie. Sur la composition démographique, je reprends l'expression, sur la composition démographique de la Tunisie. Et cette menace, c'est les migrants subsahariens. Et du coup, ces migrants subsahariens poseraient une menace sur l'identité africaine et arabo-musulmane justement de la Tunisie. Il faut suivre comment en fait ce fait-là a été médiatisé, c'est-à-dire que dans la couverture médiatique internationale de la Tunisie, on a une Tunisie qui fait sa révolution, qui se démocratise. 10 ans après, on retrouve une Tunisie fasciste. Il faut suivre, quoi. Et ce qui, moi, a attiré mon attention, c'est que l'africanité de la Tunisie, donc la Tunisie est un pays africain, présent en tout cas sur le continent africain, l'africanité de la Tunisie est perçue comme une menace absolue. Et je suis revenue justement à ce processus historique. Je me suis toujours demandé, moi par exemple, née en Tunisie, moi qui ai vécu en Tunisie toute ma vie, donc qui ai fait mes études en Tunisie, pourquoi est-ce que je n'ai jamais eu le référentiel de l'africanité dans mon identité personnelle? C'est-à-dire pourquoi est-ce que je ne me définis pas en tant qu'africaine, et pourquoi est-ce que l'africanité... j'ai découverte un peu en venant en Europe, ce qui peut paraître contradictoire, quoi. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours définie comme tunisienne, donc la tunisianité qui a été vraiment... c'est un peu sur le modèle de la francité, pas un peu, c'est beaucoup. C'est-à-dire que les États post-coloniaux, en tout cas les anciennes colonies françaises, ont vraiment adopté le modèle jacobin français, unitariste, de un seul peuple, une seule langue, une seule religion, tout ça. Et donc, je me suis toujours demandé quels sont les référentiels culturels qui font qu'aujourd'hui la tunisianité existe et qui mènent vers un discours pareil. Et donc, je suis revenue vers les manuels scolaires en Tunisie et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a une référence qu'à la méditerranéité et qu'à l'arabo-islamité. Donc on est arabo-musulman, ça dépend des époques, parce que donc si les manuels scolaires sont écrits en arabe, c'est plutôt l'arabo-islamité. Si les manuels scolaires sont écrits en français, c'est plutôt la méditerranéité. Et qu'est-ce que la méditerranéité ? En revenant en tout cas à l'histoire coloniale, ce qui transparaît très clairement, c'est que l'idée d'une méditerranéité a été un narratif qui a été avancé par l'administration coloniale, justement pour rattacher le Maghreb aussi, hein, c'est-à-dire pourquoi le Maghreb, c'est la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, c'est pas la Mauritanie, l'Égypte.
Le Maghreb, c'était les anciennes colonies françaises, et donc il fallait rattacher les anciennes colonies françaises à l'identité méditerranéenne romaine que la France avait adoptée, donc pour dire que en fait c'est des territoires qui nous sont attachés. Et donc cette méditerranéité n'a pas du tout disparu dans la Tunisie post-indépendance, l'Algérie post-indépendance, le Maroc post-indépendance, et on se l'est approprié. Enfin, approprié, c'est-à-dire qu'on a intégré cette idée de méditerranéité, mais la méditerranéité ne se construit pas seule, elle se construit en opposition à l'africanité. Et c'est là que, si on ne comprend pas ce qui se passe comme une question profondément raciale, on ne comprend pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que il y a l'idée, donc, dans la partition coloniale de l'Afrique, il y a l'idée, aujourd'hui on ne les dit plus, mais c'était, la partition disait Afrique noire, Afrique blanche. L'Afrique blanche, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle l'Afrique du Nord. Et cette Afrique blanche, dans les récits coloniaux, dans l'histoire officielle, elle est présentée comme un petit peu plus civilisée. C'est-à-dire qu'elle est récupérable. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de civilisation. Ce n'est pas complètement la barbarie. Alors que l'Afrique noire, c'est un territoire vraiment sans civilisation, c'est un territoire complètement barbare, c'est un territoire complètement perdu. Et aujourd'hui, c'est ce même discours-là, évidemment avec des mots différents, mais c'est cette même perception-là qui est reprise quand on dit que les migrants subsahariens sont en fait une menace en Tunisie et qu'ils ne font pas partie du corps légitime de la nation. Je vous donne juste un petit chiffre. Entre 2011 et 2017, pour savoir en fait comment est-ce qu'on produit de l'irrégularité, parce qu'on dit migrants irréguliers, mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont irréguliers ? Entre 2011 et 2017, il n'y a eu que 1 à 2% de tous les permis de travail accordés en Tunisie qui ont été accordés à des migrants de nationalité africaine subsaharienne. 70% de tous les permis de travail accordés ont été accordés à des Européens de l'Ouest. Donc la production de l'irrégularité est en fait super importante parce que quand on dit irrégularité, c'est un État derrière qui refuse en fait d'intégrer certaines populations à son corps légitime et qui accueille d'autres populations à bras ouverts. Et donc, un peu pour conclure le tout, il est très très important vraiment aujourd'hui de comprendre en fait que la Tunisie, de ce qui se joue aujourd'hui en Tunisie, par exemple la question de la migration subsaharienne, est très liée à ce qui se passe en Europe en fait. C'est-à-dire que ce qui encadre et ce qui structure les réponses nord-africaine à la question de la migration subsaharienne, c'est les politiques migratoires européennes et c'est l'externalisation des frontières européennes. Si on ne comprend pas que aujourd'hui les migrants irréguliers sont bloqués en Afrique du Nord parce qu'il y a des accords de plus en plus violents et de plus en plus vraiment restrictifs et qu'aujourd'hui le financement en fait se fait dans la répression, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent principalement pour que les pays de l'Afrique du Nord fassent les gardes-frontières, tout simplement. C'est-à-dire que vraiment, et les gardes-frontières et pour leurs propres citoyens et pour les migrants subsahariens, on ne peut pas comprendre ce qu'est le racisme en Tunisie ou en Afrique du Nord. Et on ne comprend pas non plus que c'est des logiques de fascisation qui sont en train d'être adaptées, relocalisées et qui n'existaient pas avant. C'est vraiment super important. Il n'y avait pas une logique structurelle de racisme d'État en Tunisie, dans les pays d'Afrique du Nord. Quand je dis la Tunisie, il faut aussi voir ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe au Maroc. C'est les mêmes logiques alors qu'il y a des leaderships différents. Il faut vraiment, vraiment comprendre ça comme une continuité et comme une responsabilité collective, c'est-à-dire que quand on sous-traite un problème ou une question à une région du monde, eh bien, la région du monde va adopter en fait les mêmes structures de pouvoir
et les mêmes structures de répression. C'est pas du tout pour dissoudre la responsabilité de Kais Saied ou de n'importe quel autre président, mais c'est pour vraiment réintégrer la Tunisie, c'est ça qui m'importe, dans son contexte global. La Tunisie aujourd'hui n'est pas un pays comme ça qui flotte dans l'air et qui pourrait être souverain dans toutes ses positions. Il faut vraiment, vraiment comprendre la continuité coloniale et post-coloniale de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qu'est la tunisianité au final, c'est-à-dire l'idée que on voudrait plus on a l'impression qu'on a un retard à rattraper, et ce retard à rattraper, il est sur l'Europe, et que voilà, si on peut accélérer un petit peu le pas, on pourrait peut-être devenir un petit peu plus civilisé, tout simplement, et que pour justement arriver à ce résultat-là, il faut complètement se détacher de l'Afrique, de l'africanité, et donc des frères de destin, donc des migrants subsahariens, tout simplement. Voilà. Bien. Merci Yasmine. On a un peu de temps, je crois, pour que vous puissiez faire vos observations ou poser vos questions. Je ne sais pas s'il y a un micro, je n'ai pas l'impression. Il y en a un? Non. Ah si, c'est prévu. Super. Donc, qui veut prendre? Nous avons quoi, une vingtaine de minutes? Allons-y. Merci. On entend là. Alors j'ai deux questions à vous poser. Une générale sur le titre et une à elle en particulier à l'agenda. La première, c'est pourquoi vous avez intitulé cette discussion transition. Quelle transition, de quoi vers quoi? Je n'ai pas vu et je n'ai pas compris et je me la pose depuis bien longtemps chaque fois que je lis ce mot. La deuxième, c'est à propos de la tunisianité. Il y a tout de même quelque chose, peut-être, là je vais le poser sous forme de questions, parce que c'est des questions qu'on doit poser. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en fait, il n'y a pas identité du tout entre la déclaration officielle qui a été faite en février et la façon dont elle a été reçue? Parce que la déclaration officielle, elle est complotiste. Ce n'est pas des Noirs qui sont venus et qui veulent nous renverser. Ce sont des gens qui ont été envoyés par des pays non nommés pour nous détruire et les prendre comme armées de foule d'armées envahissantes. Aucun pays d'Afrique n'est responsable ni impliqué de cette chose-là. C'est des pays, on ne sait pas lesquels. C'est un propos très confus et c'est une intention très confuse. On mélange l'arabité, l'islamité, la méchanceté et notre caractère tellement pathétique. C'est pas moi qui dis, hein, c'est le mec qui a dit. Et la façon dont ça a été reçu, c'est une licitation des magmas et des étangs qu'on n'avait pas le droit d'exprimer, de racisme de survie au quotidien, que tout le monde s'est pas réjoui, mais délecté de déclarer, développer, vivre au quotidien. Et aujourd'hui, il y a un retour. Je vous avertis, je suis arrivée il y a avant-hier. Tout de même, les gens commencent à se demander, les taxis commencent à se dire, c'est pas comme ça qu'on doit faire, c'est pas bien. Voilà, merci. Donc c'est la première question, la plus importante. Il y a deux questions. On va répondre rapidement. Sur la transition, c'est Athènes, tu veux? Et puis après, évidemment, c'est... Alors, sur la... Oui, non, mais c'est très important. C'est-à-dire que ce débat sur la transition, on l'a eu pendant... Enfin, on l'a depuis le départ de Ben Ali. Et pour moi, c'est un point fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vision même de ce qui s'est passé en Tunisie fait partie de l'idéologie de Kais Saied. Kais Saied estime... Donc la transition, c'est le terme qui a été adopté pour parler de la mise en place, de la démocratisation, si vous voulez, de la Tunisie. En tout cas, c'est le langage qui a été adopté par les élites, qui a été toujours récusé par une partie de la société civile, en disant que finalement, c'est l'adaptation du modèle néolibéral, avec une démocratisation de façade et quelques réformes qui sont dictées par les ONG. Donc grosso modo c'est ça, et que ce serait le masque
pour que des partis corrompus aient le pouvoir. Kais Saied, aujourd'hui, une partie de sa légitimité tient à ça, c'est-à-dire qu'il dit effectivement c'était une transition, mais une transition totalement biaisée, et qu'en réalité on était dans un système totalement corrompu, où la Tunisie a perdu totalement sa souveraineté nationale, et je vais vous débarrasser de tout ça parce que c'est une transition qui a été imposée au peuple. C'est le discours qu'il y a aujourd'hui. C'est même, si vous voulez, il y a même une bataille entre les gens qui disent la révolution du 17 décembre 2010, c'est-à-dire au moment où Bouazizi s'est immolé par le feu, et donc qui mettent en avant le côté social des aspirations, et les gens qui disent non, c'est le 14 janvier parce que c'est Ben Ali qui est parti. Et il y a toute une discussion autour de ça. Donc le mot transition, on peut en débattre, mais vraiment pendant des heures. Mais aujourd'hui, la récusation de ce qu'on a appelé la transition démocratique est au cœur de l'entreprise de destruction que fait Kais Saied. Il veut faire table base de ce qui a été nommé comme transition démocratique. Donc il veut effacer tout ça pour mettre en place son système populiste. Donc où il n'y aurait pas de camp intermédiaire et où il serait le guide éclairé de cette nation, ce qui explique un petit peu son pouvoir pas très démocratique, on va dire. Chérie, peut dire un mot aussi de transition et puis Bon, le choix du titre, c'est la revue. La transition, arrêt sur la transition. Bon, mais le terme transition ne concerne pas que la Tunisie. On a parlé de la transition par rapport aux pays de l'Est, à la fin, après la chute du mur de Berlin. On a parlé de la transition avant en Amérique latine. On a parlé de la transition au Maroc dans les années 90. On a parlé même de plusieurs transitions. C'est un mot, effectivement, on sait, on transite de quoi, on sait. On quitte le système soviétique, on quitte l'ère de plomb de Hassan II dans les années 80 et au début des années 90. Il y a une ouverture. En Amérique latine, on quitte des dictatures, mais à vrai dire, on ne sait pas vers quoi on va aller. Et on le voit aujourd'hui, que ce soit en Europe de l'Est ou en Europe centrale, ou en Amérique latine, ou au Maroc, ou en Tunisie, ce qui vient après avoir quitté le système avec lequel on a rompu, il n'est pas évident, c'est à construire. Bon, tout le monde rêvait d'une transition démocratique. Dans les têtes, on parlait de transition démocratique. Les gens le disaient, comme le dit Hatem, c'est la transition démocratique. Mais on le voit très tôt que ce n'est pas une transition démocratique. Tout est fait pour que ce ne soit pas une transition démocratique. C'est autre chose. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette question de la transition. Et elle s'est posée par rapport à tous les pays où il y a eu une rupture avec un système qui a duré pendant des décennies, voire... Mais qu'est-ce qui vient après? C'est une transition vers quoi? C'est quelque chose qui est ouvert et c'est aux acteurs sociaux, politiques, culturels qui vont le déterminer. Et les rapports de force qui vont le déterminer. Ouais. Oui, je voudrais juste revenir sur le mot de complot, parce qu'il est intéressant, parce que oui, le discours est complotiste, mais il se base sur pas mal de faits. Le premier fait, c'est l'externalisation des frontières européennes. Ça, c'est pas un complot, mais il, lui, l'évoque dans son discours. C'est l'idée que l'Europe veut complètement délocaliser sa politique migratoire européenne, donc sa politique migratoire, vers l'Afrique du Nord. Il y a aussi un deuxième fait, parce que Kais Saied a prononcé un discours qui est venu après des mois de travail
sur le terrain d'un petit groupuscule comme ça, un petit parti qui s'appelle le Parti nationaliste tunisien. Et le Parti nationaliste tunisien, il s'est inspiré d'un mouvement. Il y a un mouvement, donc une fraction d'un mouvement antiraciste qui est surtout né aux États-Unis, qui présente en fait les Africains du Nord, donc entre guillemets les Africains blancs, comme des colons de l'Afrique du Nord. Donc c'est l'idée que, et donc c'est vraiment une idée très coloniale aussi, l'idée que tout le continent africain a été noir en fait. Donc c'est l'idée par exemple d'une Égypte noire, mais qu'il y a eu à un certain moment un génocide ou une épuration ethnique qui a été passée sous silence, et que donc les autochtones en fait nord-africains, donc par exemple moi et Hat, mais voilà, donc on s'est revenu remplacer la population noire autochtone de l'Afrique du Nord. Ça, c'est un groupuscule, en fait, tu vois. C'est vraiment, un groupuscule dans la pensée de la libération noire dans l'absolu. Et le discours de Kais Saied s'appuie sur ça, sur l'idée que, vraiment, c'est très... c'est-à-dire, c'est pour ça que je dis qu'il faut replacer la Tunisie dans son contexte. Il y a l'idée que ce serait calqué sur la création d'Israël, donc un peuple juif, donc une nation juive en Palestine. Donc l'idée que l'Europe voudrait faire la même chose, l'idée de ce grand remplacement des Africains noirs par les Africains blancs, et l'idée de l'externalisation des frontières européennes. Donc oui, c'est un discours complotiste, mais il faut savoir qu'on ne le balaye pas en disant c'est un discours complotiste, parce qu'il y a des faits, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui... l'externalisation des frontières, c'est pas un complot. Les autres dimensions que j'ai évoquées, il y a un certain discours politique autour de ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la présence des Africains subsahariens, elle est devenue visible soudainement parce que, de un, l'État tunisien n'a pas les moyens et pas la volonté de structurer la présence. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de politique publique migratoire en Tunisie, sauf qu'on reçoit beaucoup d'argent pour empêcher les migrants subsahariens de faire le voyage en Méditerranée. Donc, ils restent bloqués en Tunisie. Et donc, il y a l'idée qu'on se fait envahir. Donc c'est pour ça qu'il faut replacer vraiment les choses dans leur contexte, pas du tout pour comprendre en fait, pour comprendre qu'on ne balaye pas ici, en tout cas en étant à Paris ou en étant à Bruxelles, on ne balaye pas les choses en disant c'est un discours complotiste, parce que les gens voient des changements, les Tunisiens voient des changements qu'ils ne contrôlent pas, et ils se retournent vers la population la plus faible, la population la plus vulnérable, est celle qui vient d'arriver et sur laquelle on rejette la faute parce qu'elle est visible en fait. Et on se dit c'est à cause d'eux que tout ça se passe. Donc c'est... oui, voilà. Je voudrais ajouter quelque chose. Effectivement, Jeanne a raison de dire que ce discours d'en haut a libéré quelque chose qui était... une parole qu'on ne pouvait pas tenir. Et tu as raison de signaler ce mouvement, le Parti national tunisien. الحزب القومي national, الحزب القومي التونسي. Et c'était avant le discours de Ben Ali. J'ai vu, j'ai suivi les déclarations de ce parti avec le salut nazi. Sans affichage de son orientation idéologique, elle est claire de ce parti-là. Et c'est vrai que beaucoup de soutiens de Kais Saied ont adopté ce discours-là. Il y a des gens de gauche qui ont adopté ce discours-là. Et c'est effectivement... on dirait qu'il y a quelque chose qui était refoulé, étouffé et qui s'est libéré. Le discours de Kais Saied, maintenant c'est officiel, notre discours est pour... Moi je me suis fâché avec des amis qui ont souffert du racisme ici en tant que migrants et qui ont soutenu et qui ont, avant le discours de Kais Saied, qui parlait de cela. Donc j'ai des gens que j'ai défendus comme victimes du racisme ici en France, que je retrouve là-bas tenant le même discours à l'égard des subsahariens. À tel point que j'ai un ami qui a manifesté avec les photos de la grève de la faim des travailleurs immigrés en 1973 à Paris. Dans la manifestation,
contre le racisme à l'égard des subsahariens. Il a dit, on a lutté contre le racisme visant les Maghrébins en France dans les années 70, on lutte aujourd'hui contre le racisme visant les migrants subsahariens en Tunisie aujourd'hui. Bien, encore, on peut prendre encore une question peut-être. Allez-y, monsieur. Oui, Habib Samarkandi, directeur de la revue Horizon Maghrébin de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Et j'ai eu l'occasion de publier par des chercheurs 2 volumes sur l'Afrique en mouvement. Et nous avons traité très tôt ce dossier, donc ce sera intéressant pour les chercheurs de comparer les travaux communs en Méditerranée, mais surtout dans le cas de ce que vous avez dit, les mêmes logiques au Maghreb, mais pas les mêmes traitements pour le cas du Maroc. Un rappel vite, le Maroc, avec une rafle officielle à Rabat, a arrêté tout ce qui est noir. Et le scandale, c'est que parmi les noirs, il y a des étudiants, des ambassadeurs. Et les ambassadeurs africains ont informé leurs pays respectifs et ça a fait la une dans toute l'Afrique. Et par la suite, ça a été instrumentalisé par les généraux algériens. Donc vous voyez un peu l'enjeu. Très vite, la monarchie a réagi en accordant des papiers, de l'officialisation d'un grand nombre d'Africains avec des excuses aux États africains. Donc je veux dire par là que là, il y a une politique africaine du Maroc, affichée depuis longtemps. Je veux dire une politique africaine officielle. Et parallèlement à cette politique africaine, il y a du racisme dans la population marocaine. J'en ai été témoin. Donc l'enjeu, et je m'arrête là, et j'ouvre la question, c'est qu'au Maroc, on a pu, par exemple à Marrakech et à Essaouira, il y a des quartiers noirs maintenant. Il y a des quartiers sénégalais et attachés souvent à la confrérie Tijaniya ou à la Mouridia. Donc il y a une complémentarité à ce niveau. Donc est-ce que vous considérez qu'il y a lieu d'un traitement autre que de dire que c'est les mêmes logiques donnent les mêmes traitements? Je ne pense pas. Merci. Vous avez déjà répondu à votre propre question, si vous ne pensez pas. Je suis très attentive au cas du Maroc, parce qu'on dit souvent qu'il y a une politique africaine marocaine. C'est vrai, il y a une politique africaine marocaine qui est principalement une politique économique. Après, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler aussi qu'on parle beaucoup de colonisation, mais nos pays ont été esclavagistes, hein, le Maroc, la Tunisie, la Libye, tout ça. Donc il y a des formes locales de racisme qui se marient avec des formes plus internationales. Pourquoi je dis que c'est la même chose? Je ne sais pas quand est-ce que la rafle a eu lieu, mais en 2022 ou 2021, je ne sais pas, il y a eu un massacre de réfugiés soudanais entre le Maroc et l'Espagne. Donc les 2 États sont responsables. Et c'est vrai que le Maroc a une politique migratoire structurée. Mais il y a toujours la même idée de s'approprier et d'exécuter les politiques migratoires européennes, d'empêcher les gens de traverser, et la régularisation des migrants subsahariens au Maroc. Je ne rentre pas dans les dynamiques maroco-algériennes, mais il y a c'est-à-dire et l'Algérie a refoulé des gens dans le désert, et la Tunisie a refoulé des gens dans le désert, et le Maroc a massacré des réfugiés. C'est pour ça que je vous dis, oui, il y a des nuances et des subtilités, mais la politique répressive reste le principal, la réponse principale. Évidemment que pour le Maroc, qui veut être un géant africain, il faut faire beaucoup plus attention. Et donc oui, mais il faut pas se dire le Maroc a une politique africaine et donc
tout va bien pour les migrants subsahariens. Les migrants subsahariens ne sont pas juste victimes de racisme social, ils sont aussi victimes, dans tous les pays du Maghreb, de racisme d'État, c'est-à-dire un problème de régularisation des papiers, un problème pour avoir accès au marché du travail, un problème pour avoir accès au logement. Ça, c'est pas juste du racisme social. C'est pour ça que je vous dis, c'est des formes de racisme local qui se marient à des formes plus globales. Et donc, voilà. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Il y a quand même des spécificités tunisiennes. Ça s'inscrit effectivement dans toutes les dynamiques qui ont très bien été expliquées, exposées par Yasmine. Après, il y a ce côté qui, à mon sens, qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est vraiment le côté complotisme d'État. C'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui gouverne par le complotisme. Kais Saïed explique tout par le complotisme. La crise sociale, la crise économique, c'est un complot. Il y a eu une embarcation de migrants, pour la plupart tunisiens, qui a échoué il y a un an. On n'a pas beaucoup su, enfin ça fait un scandale parce que, et là aussi ça renvoie, donc c'est des jeunes qui sont partis de Zarzis dans le sud-est de la Tunisie. Ils ont été repêchés, certains d'entre eux ont été enterrés avec des subsahariens, ce qui a causé un scandale, parce que derrière il y a aussi un impensé raciste, c'est-à-dire comment vous allez, parce que il y a Rachid Koraïchi qui a créé un cimetière pour les migrants, généralement anonyme, et donc le fait qu'on ait enterré des Tunisiens avec ces subsahariens, ça fait un scandale. Et donc l'explication du président de la République, c'était limite, c'est l'opposition qui a fait échouer l'embarcation avec des fonds qui ont été reçus de l'étranger. Enfin, il a présenté ça. Donc on a une politique du complot en Tunisie qui est très spécifique. Vous n'allez pas trouver ça ni au Maroc ni en Algérie. Tout est complot. Deuxième chose, on a un régime assez récent et qui a besoin notamment de la bénédiction de ses principaux partenaires, en particulier l'Europe et encore plus particulièrement l'Italie et la France. Et donc c'est un régime qui fait du zèle sur la question du renvoi des migrants, par exemple, des ressortissants tunisiens. C'est-à-dire, il y a eu la crise, par exemple, avec les 3 pays du Maghreb, ex-colonie française, avec la France, avec la réduction des visas. Déjà, la Tunisie, on lui a réduit d'1 tiers, alors qu'on a réduit de moitié les visas pour l'Algérie et le Maroc, parce que déjà on estimait que la Tunisie était moins récalcitrante à récupérer ses ressortissants. Et là, très vite, d'ailleurs ça s'est très vite résolu, parce que la Tunisie a montré patte blanche et a fait du zèle. Aujourd'hui, on a des accords avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec la France, avec l'Allemagne, il faut vous rendez-vous compte. Et donc la question des migrants sert aussi de monnaie d'échange. Ça permet aux Européens de détourner le regard sur tout ce qui est atteinte aux droits de l'homme, etc. Alors que la Tunisie est liée par un accord avec l'Europe, dont l'article 2 spécifie le respect des droits humains. Mais donc il y a quelque chose quand même d'assez particulier, parce que le régime joue aussi sa survie avec ses principaux partenaires, la France et l'Italie, en leur disant « je fais le garde-frontière ». Donc ça, c'est la spécificité. Après, oui, c'est vrai, ça s'intègre dans une dynamique plus globale d'externalisation des frontières, et aussi sur un racisme assez spécifique à nos contrées, c'est-à-dire qui est lié à l'histoire coloniale. Et les gens se sont effectivement sentis, je suis d'accord avec vous, madame, se sont sentis autorisés à exprimer leur racisme. On a vu des scènes terribles à la télé, à la radio, où des gens disaient oui, nous estimons qu'un arabo-musulman est hiérarchiquement supérieur. Enfin, j'ai entendu ça à la radio tunisienne, une radio d'ailleurs détenue par l'État, où le monsieur expliquait, la femme qui lui donnait la contradiction disait non, c'est pas, vous n'avez peut-être pas pensé, vous pensiez pas à autre chose. Il lui a dit non, je pense que oui, nous arabo-musulmans, nous sommes supérieurs aux noirs. Donc on a eu ce racisme. La Tunisie est le seul pays, c'est un legs de la transition, c'est le seul pays qui a fait voter une loi réprimant le racisme dans le monde arabe. Et on a vu que cette loi était totalement inopérante, parce que pareil, dicté d'en haut. C'est-à-dire que la population s'est même sentie autorisée. Alors très vite, c'est très important, les autorités ont vite cadré. C'est-à-dire qu'il y a eu des scènes de chasse à l'homme en février et en juin. Ça aurait pu partir beaucoup, beaucoup plus loin.
Je défends vraiment pas les autorités, il faut bien me connaître. Mais effectivement, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Il y a eu 2 événements. En février, la semaine qui a suivi le discours raciste et complotiste, et en juillet, quand il y a eu un Tunisien qui est mort dans une altercation avec un subsaharien. Là aussi, c'est les autorités. Là aussi, c'est un député qui a parlé de ça et qui a appelé à la vengeance. Et ça a donné les scènes terribles de, effectivement, de migrants qu'on va jeter sur les frontières avec l'Algérie ou la Tunisie en interdisant aux ONG de leur porter secours. Il y a quand même eu tout ça, et en profitant de ça pour signer un accord, pour un petit peu forcer la main aux Européens, pour signer un accord de partenariat qui va plus renforcer le régime en place et qui va encore plus durcir la politique migratoire de la Tunisie. Donc voilà. Comment ? Oui, absolument, absolument. En juillet, c'était après ça, une autre chasse à l'homme qui a été encore une fois lancée par un député donc proche du régime. Ah oui. Ouais. Madame, on va devoir s'arrêter. Je vous remercie. On a ici, vous le savez, on a eu cette carte blanche, et je remercie le Maghreb des livres. Mais il y a une rotation des discussions, et donc nous allons laisser la place aux autres débats, en vous remerciant tous d'être venus et remerciant nos contributeurs. Voilà.